Que ferez-vous quand ils viendront vous chercher? En 1995, Bad Boys a déferlé sur les écrans et a révolutionné le cinéma d'action. Mais derrière les explosions, les courses-poursuites et l'un des duos de flics les plus mémorables de tous les temps, se cache une production si rocambolesque, si chaotique et si ponctuée d'improvisations de dernière minute que le film a failli ne jamais voir le jour. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 21 faits insolites sur ce classique de Miami, plus un secret bonus qui va vous époustoufler. Le duo du SNL qui a failli exister. Voici de quoi vous faire changer d'avis sur Bad Boys. Les acteurs originaux n'étaient pas Will Smith et Martin Lawrence. Il s'agissait de Dana Carvey et Jon Lovitz. Oui, les humoristes de Saturday Night Live devaient jouer dans ce film d'action, alors intitulé Bulletproof Hearts. À l'origine, le projet prévoyait un duo entre Dana Carvey et Jon Lovitz. Le film était produit par Disney, avec Don Simpson et Jerry Bruckheimer à la production. Mais Simpson organisa un voyage à Las Vegas pour fêter la production à venir, et son comportement notoirement excentrique aurait tellement horrifié Carvey qu'il se retira complètement du projet. Sans Carvey, Lovitz fit de même. Le projet tomba à l'eau et Disney vendit les droits à Columbia Pictures pour 3 millions de dollars. Ce simple voyage à Las Vegas changea à jamais l'histoire d'Hollywood. L'homme qui a pris la pire décision de sa carrière. Lorsque Columbia Pictures a commencé à chercher de nouveaux acteurs pour le rôle de Mike Lowrey, Arsenio Hall était en tête de liste. Il a refusé. On imagine déjà la blague. Des années plus tard, Hall a publiquement admis que refuser Bad Boys avait été la pire décision de sa carrière. Ce regret est compréhensible. La franchise a désormais engrangé plus de 1,2 milliard de dollars à travers le monde avec seulement 4 films. Par ailleurs, Martin Lawrence souhaitait initialement collaborer avec Eddie Murphy, mais les honoraires demandés par ce dernier étaient trop élevés. C'est finalement sa propre sœur, Ray, qui l'a convaincu de rencontrer Will Smith. On en parlait justement, vous savez, parce que ça faisait 25 ans que le premier Bad Boy était sorti. On parlait donc de ce genre de choses. Un dîner plus tard, Lawrence était totalement convaincu de l'alchimie entre les deux acteurs. Le reste appartient à l'histoire du cinéma d'action. Michael Bay a financé le film de sa propre poche. Il s'agissait de son premier long-métrage en tant que réalisateur et le studio lui avait accordé un budget exorbitant de 19 millions de dollars, ne lui laissant quasiment aucune marge d'erreur. Lorsque le tournage atteignit la scène finale explosive à l'aéroport, les fonds étaient épuisés. Le studio refusa de financer la fusillade finale dans le hangar. Alors, que fit Bay? Il puisa dans ses propres économies et paya 25 $ pour tourner la scène lui-même. Il paya également des heures supplémentaires à l'équipe pour un tournage optimal. Cet engagement passionné, voire obsessionnel, envers sa vision allait définir toute la carrière de B.A. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il était prêt à sacrifier son propre salaire pour que les explosions soient réussies. La Porsche du réalisateur. Cette élégante Porsche 911 Turbo Noir de 1994 que conduit Mike Lowrey tout au long du film. Ce n'était pas une voiture de location du studio, mais la voiture personnelle de Michael Bay. La production n'avait pas les moyens de louer une Porsche et la marque de luxe n'était pas intéressée par la fourniture de véhicules pour un film à si petit budget. Bay a donc tout simplement apporté la sienne. La voiture est devenue tellement emblématique de la franchise que Porsche a fini par devenir partenaire des suites des décennies plus tard. Cette 911 d'origine a finalement été vendue aux enchères en 2022, accompagnée de certificats d'authenticité délivrés par Porsche et la société de production de Jerry Bruckheimer. Un scénario que personne n'a aimé. Voici un secret. Bay lui-même a admis à plusieurs reprises qu'il trouvait le scénario original épouvantable. Il l'a même qualifié de navet dans des interviews ultérieures. Plutôt que de s'enliser dans des dialogues inefficaces, Bay a constamment impliqué Smith et Lawrence dans des séances de réécriture. Ils s'asseyaient ensemble dans sa loge, créant de nouvelles scènes le matin même du tournage.
Le studio ne leur a accordé que Dix $0 pour les réécritures. La solution de BA était simple, improviser. Ce désespoir est devenu la plus grande force du film. Si ces secrets de tournage vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Croyez-moi, la suite est encore plus incroyable. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la révélation bonus. Ça vaut le coup d'attendre. La scène du magasin de proximité était entièrement improvisée. L'une des scènes les plus cultes du film n'était pas du tout scénarisée. Lorsque le vendeur sort une arme et crie sur Mike et Marcus, leur réaction est le fruit d'une pure improvisation. Smith et Lawrence ont eu carte blanche et ont improvisé les demandes pour des bonbons, Tropical Fruit Bubblicious et des Skittles. Bay a tellement apprécié de voir les deux humoristes travailler ensemble qu'il a laissé les caméras tourner, capturant ainsi la magie de leur complicité naturelle. Toute cette négociation sur les bonbons est née de l'instinct, pas d'un scénario. Bay manipulait secrètement ses propres acteurs. Michael Bay avait une technique sournoise pour obtenir des réactions authentiques. Lors de la fameuse scène de la voiture, Martin Lawrence s'est plaint à Bay que Will Smith l'avait insulté, ce qu'il n'avait pas apprécié. En guise de réponse, Bay a secrètement encouragé Smith à recommencer, voire à le faire encore plus fort. Toute la dispute, qui a dégénéré en une scène classique où deux poissons se trouvent dans la mer, était improvisée, car Bay provoquait intentionnellement ses propres acteurs. Il a également demandé à Leone de surprendre Lawrence en l'interrogeant sur la sexualité de son personnage, sachant que cela déclencherait une réaction authentique et spontanée. Leone a été hospitalisé sur le tournage. La production a été éprouvante pour tous les participants, mais Leone a particulièrement souffert. Lors d'une cascade, elle a été accidentellement assommée par la doublure de Martin Lawrence. Le fusil factice. AK-47 l'a touchée sous la mâchoire alors qu'elle était légèrement mal positionnée. Leone se souvient plus tard que ses jambes ont basculé par-dessus sa tête avant qu'elle ne retombe sur le dos. Elle a brièvement perdu la mémoire et a été hospitalisée. L'expérience a été si traumatisante qu'elle a par la suite évité la plupart des films d'action. Bay aurait paniqué sur le coup, terrifié à l'idée que la jeune actrice ait été grièvement blessée. Le film The Real Bad Boys Connection met en scène l'ancien joueur de NBA, John Sally, dans le rôle de Fletcher, un hacker à lunettes au look imposant. Le secret de ce choix de casting? Sally a évolué au sein des Detroit Pistons à la fin des années 1980. Le surnom de cette équipe était les Bad Boys. L'équipe de Sally, championne du championnat, était célèbre pour son style de jeu agressif et physique. Le fait de l'avoir choisi pour un film du même nom était un clin d'œil intentionnel que la plupart des spectateurs n'ont pas saisi. Sally est revenue pour la suite et est finalement apparue dans le 4e film des décennies plus tard, devenant ainsi l'un des caméos les plus récurrents de la franchise. Le choix du fils de Marcus s'est fait sur la base d'un seul critère physique. Pour les enfants qui interpréteraient les enfants de Marcus Burnett, l'équipe de production avait une priorité inhabituelle. Trouver un jeune acteur dont les oreilles seraient aussi grandes que celles, célèbres, de Martin Lawrence. Lawrence avait souvent plaisanté sur ses oreilles tout au long de sa sitcom, en faisant un élément reconnaissable de son personnage comique. Les directeurs de casting recherchaient spécifiquement de jeunes acteurs qui pourraient être crédibles dans le rôle de ces enfants biologiques en héritant de cette particularité. C'est un tout petit détail que la plupart des spectateurs ne remarquent jamais consciemment, mais qui contribue à donner aux scènes familiales un aspect authentique. La scène d'ouverture était un ajout de dernière minute. La scène de vol de voiture qui ouvre le film n'était pas présente dans le montage original. Après des projections tests, Columbia Pictures et Michael Bay ont réalisé qu'il leur fallait une introduction plus percutante et plus drôle pour établir immédiatement l'alchimie entre Mike et Marcus. La scène a été tournée à Los Angeles plusieurs semaines après la fin du tournage principal à Miami. Ces premières images, montrant les échanges entre les deux protagonistes pendant le vol de voiture, constituaient une mission de sauvetage de dernière minute, conçue pour captiver le public dès la première image. Pari réussi.
La référence à Denny's était un commentaire culturel. Au début du film, Marcus mentionne qu'il refuse de manger chez Denny's à cause de la façon dont les employés y sont traités. Ce n'était pas une simple plaisanterie. Dans les années 1990, la chaîne de restaurants Denny's s'est retrouvée mêlée à de multiples procès pour discrimination raciale envers des clients noirs. Cette réplique, à la fois incisive et opportune, dissimulée au cœur d'une comédie policière, a permis à Lawrence et Smith d'intégrer ces moments de réalité à leurs personnages, ancrant ainsi l'humour dans leur vécu américain. En parlant d'expérience, si vous êtes encore là, vous faites officiellement partie de la famille du Rewatch Club. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle est votre scène préférée de Bad Boys. On lit tous les commentaires. Will Smith a refusé de prononcer 3 mots importants. La scène finale émouvante où Mike avoue enfin son amour à Marcus a failli ne jamais avoir lieu. Will Smith a accepté de prononcer la réplique 3 jours avant le tournage. « Je t'aime aussi, mec. Ne fais pas comme moi en me regardant. » J'ai répondu « Ouais, je t'aime. » Puis, le jour du tournage, il a changé d'avis. S'en est suivi une dispute de 90 minutes entre Smith et Bay pour savoir si cette réplique était nécessaire. Bay pensait qu'elle reflétait parfaitement leur fraternité. Smith, lui, s'y opposait. Alors que le soleil se couchait et qu'il ne restait que 15 minutes de lumière exploitable, Bay finit par abandonner et laissa carte blanche à Smith. À la surprise générale, Smith le fit quand même. Cette prise unique fut conservée au montage final. L'œuf du prince de Bel-Air. 1 an après la première diffusion de Bad Boys, la sitcom de Will Smith, Le Prince de Bel-Air, contenait une référence directe à cette série. Dans un épisode intitulé « Moi, le cheval puant », le jeune Nicky Banks se plaint que ses parents ne le laissent pas regarder Bad Boys. La réponse de Smith? Un clin d'œil complice au public. L'épisode a été diffusé le jour même du premier anniversaire de la sortie du film en salle. C'était une façon amusante de reconnaître que Smith était passé de star de la télévision à véritable acteur principal de cinéma grâce à un seul film d'action explosif tourné à Miami. L'accident de Shelby Cobra qui a failli compromettre le dénouement. Le méchant Fouché conduit une magnifique Shelby Cobra tout au long du film. Lors du tournage, la voiture a été accidentellement endommagée pendant une scène simple, où elle devait sortir d'un avion en marche arrière. Cette cascade, en apparence anodine, a mal tourné, endommageant superficiellement l'un des véhicules les plus importants du film. Faute de budget suffisant, il était impossible de le remplacer immédiatement. La production a donc été contrainte de filmer la Cobra endommagée uniquement en gros plans serrés, en attendant l'obtention des pièces de rechange, ce qui a failli compromettre la scène de poursuite finale. La mère de Michael Bay a censuré le langage. La scène d'ouverture, avec le vol de voiture, contenait initialement 18 jurons en quelques minutes seulement. Après avoir montré une première version à sa mère, Harriet, Bay s'est inquiété du nombre excessif de grossièreté. Pour la rassurer, il a donc supprimé 6 occurrences du mot, le ramenant à 12. Le film final regorge encore de grossièreté, alors imaginez ce que Harriet Bay a dû endurer en regardant la version intégrale. Même les réalisateurs de films d'action écoutaient parfois leur mère. Le film qui a prouvé que des acteurs noirs pouvaient conquérir le monde. Les dirigeants de Sony étaient sceptiques quant au succès de Bad Boys, car ils pensaient qu'un film avec 2 acteurs noirs en tête d'affiche ne pouvait pas réussir à l'international. Michael Bay a ouvertement admis que le studio n'avait pas respecté la production en raison de ses doutes. Malgré un budget modeste, le film a engrangé plus de 141 millions de dollars à travers le monde, devenant ainsi l'un des premiers films d'action avec des acteurs afro-américains en tête d'affiche à connaître un succès international retentissant. Bay attribue au film Bad Boys le mérite d'avoir contribué à briser ce mythe hollywoodien. Ils ont transformé de véritables monuments de Miami. La production n'ayant pas les moyens de construire des décors élaborés, elle a métamorphosé des lieux réels de Miami en leur univers fictif. Le 2e étage de l'immeuble historique Alfred Dupont, en plein centre-ville de Miami, est devenu le commissariat de police. Un véritable cargo amarré sur la rivière Miami a été transformé en laboratoire de drogue.
La scène d'affrontement final à l'aéroport a été filmée à l'aéroport d'Opaka. Parmi les autres lieux de tournage figurent l'hôtel Tides de South Beach et le somptueux hôtel Biltmore de Coral Gables. L'architecture authentique de Miami est devenue un personnage à part entière, au même titre que les policiers eux-mêmes. Le moment qui a révélé Will Smith au grand public. Will Smith et Michael Bay s'accordent tous deux à dire qu'une scène en particulier a marqué le début de la célébrité de Smith. La course-poursuite à pied où Mike Lowrey dévale les rues de Miami, chemise déboutonnée, a été conçue par Bay pour mettre en valeur le physique et la présence à l'écran de Smith. Bay avait initialement souhaité que Smith soit entièrement torse nu, mais l'acteur a accepté un compromis, une chemise ouverte. Smith a admis plus tard dans ses mémoires avoir d'abord résisté à cette objectification, avant d'embrasser pleinement cette transformation. Cette séquence a révélé à Hollywood que Will Smith était prêt pour le grand écran. Et ce n'est pas tout. Nous vous réservons une dernière information bonus qui relie tous les éléments de façon totalement inattendue. Mais avant cela, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous ne voudriez pas manquer notre prochaine analyse approfondie. Lors de la fameuse scène de combat dans les toilettes, on a utilisé du Gatorade à la place de l'urine. Pendant cette scène où Marcus enfonce la tête d'un homme de main dans un urinoir, la production était confrontée à un défi de taille. Quel liquide utiliser? Michael Bay, toujours pragmatique, a rempli les toilettes d'un mélange de Gatorade et de Coca-Cola. La couleur était convaincante à l'écran, et le cascadeur n'a rien eu de vraiment désagréable à endurer. C'est un petit détail, certes, mais il montre bien que même les scènes d'action les plus extrêmes exigent une grande ingéniosité en coulisses. La scène coupée qui révélait le vrai mode de vie de Mike Lowrey. Une introduction à Mike Lowrey avait été filmée, mais n'a finalement pas été intégrée au film. La scène reprenait le principe du petit déjeuner familial de Marcus, mais montrait Mike se réveillant avec deux femmes dans son lit. Bay expliqua qu'elle avait été conçue pour mettre en contraste les modes de vie diamétralement opposés des deux partenaires. La scène fut coupée au montage, mais Bay l'évoque dans le commentaire audio du DVD. Les réalisateurs ont peut-être jugé qu'il serait plus subtil d'établir le côté playboy de Mike tout au long du film, plutôt que de l'annoncer aussi ouvertement dès le début.